À la suite d'une dispute frontalière entre le Canada et les États-Unis en 1839, l'armée britannique fait construire le fort Ingalls pour protéger les territoires forestiers et contrôler le sentier du portage. À la suite d'importantes fouilles archéologiques, le fort Ingalls est la reconstruction fidèle d'une fortification britannique de 1839. Entouré d'une impressionnante palissade de bois, le fort compte 7 bâtiments dans lesquels des expositions variées informent les visiteurs sur le contexte géopolitique et la vie des soldats de l'époque. Le fort Ingalls était un field work ou fortification de campagne. Il comprenait 13 bâtiments, soit 3 dortoirs, une cuisine, un corps de garde, une intendance, une poudrière, un quartier d'officiers, une boulangerie, une cabane à canot et 3 latrines. Les bâtiments étaient construits en pièce sur pièce de cèdre et de pin, isolés à l'étoupe et au mortier de chaux. Sur le belvédère, nous avons une vue imprenable sur le lac Témiscouata. Il est offert également des visites guidées avec animation, de même que des démonstrations de tir au fusil à poudre noire. Le Brown Bess India Pattern, premièrement, Brown Bess, il tient son nom de sa couleur en fait. C'est qu'à l'époque, le fusil était complètement brun. Le canon avait été bruni par un procédé chimique qui permettait un peu d'enrayer les inconvénients de la rouille. Donc, c'était plus pratique à ce moment-là pour l'entretien des armes. Bon, là, notre canon n'est pas bruni, donc le nom Brown Bess ne tient pas vraiment la route pour cette arme-là. India Pattern, c'est simplement le modèle. Ce Brown Bess-là avait été créé pour les campagnes en Inde. Parce qu'à l'époque, on avait des fusils beaucoup plus longs et plus lourds que celui-ci. Et on a créé ce modèle parce qu'on le jugeait qu'il était plus adapté. Le Brown Bess est un fusil S-Silex. Ensuite, on va verser le reste de la cartouche, c'est-à-dire la poudre, le boulet et le papier par la bouche du canon. Le papier va servir de bouchon si j'ai envie de viser vers le bas. Pour créer ce bouchon-là, on va sortir la baguette et on va aller taper le tout au fond. Là, vous avez entendu un bruit métallique, ça veut dire, heureusement, que mon arme n'est pas chargée. Donc, je peux pouvoir tirer une deuxième fois en toute sécurité. Bien important de remettre la baguette à sa place avant de mettre le chien au deuxième cran. Et là, mon arme va être prête à tirer. Lorsque je vais appuyer sur la détente, le chien va se relâcher et le silex va filer la batterie. Ça va s'ouvrir et des étincelles vont se créer. Les étincelles vont tomber dans la poudre que je vais avoir mis dans ma batterie un peu plus tôt. Dans mon bassinet, pardon, ça va s'enflammer et la flamme va passer par un tout petit trou appelé la lumière qui est située sur le côté du canon. #24, fire at will. « 15 secondes et demie. » C'est bon! La baïonnette anglaise a une forme triangulaire et non la forme d'un couteau, donc elle n'est pas du tout coupante. Ça va vraiment être conçu pour pénétrer et déchirer. La forme triangulaire va causer des plaies en forme de T. Les médecins de l'époque avaient de la difficulté à refermer ce genre de plaie. Donc une blessure va souvent être fatale. De plus, sur les côtés, on a 2 lignes appelées blood groove qui vont faciliter l'entrée dans le corps de l'ennemi, ce qui va créer un effet de succion lors de la sortie. Donc, je vais vous épargner les détails. Oui, c'est correct. Donc, une dernière chose avant d'avoir terminé ma démonstration, je vais vous faire peser le fusil. Je tiens à vous rappeler que c'est un des modèles les plus légers de l'époque. Il ne faut pas vous mettre en joue, là, des fois. C'est plus dangereux. Oh mon Dieu, oui, en fait. Je répondais à autre chose en tête. Le dortoir nord comporte 2 pièces principales au rez-de-chaussée et une grande pièce au grenier. Le bâtiment servait à l'époque à loger 100 soldats.
2 portes extérieures permettent l'accès aux 2 pièces, alors que l'accès au grenier est donné par un escalier se trouvant dans la salle est. Chaque pièce du rez-de-chaussée est chauffée par un foyer se reliant tous deux sur une cheminée centrale. Les soldats les plus haut gradés étaient près du feu, tandis que les recrues se plaçaient plus loin. Les soldats pouvaient porter un sac à dos qui pouvait peser jusqu'à 60 livres. Sont aussi exposés divers objets qui servaient pour le lavage du linge et d'autres pour la cuisine. Le dortoir des officiers servait à accommoder jusqu'à 8 officiers, constitué de 4 chambres et de 4 bureaux au rez-de-chaussée et d'un grand grenier où les officiers pouvaient entreposer leurs biens personnels. Les chambres étaient assez grandes et confortables pour loger chaque officier. Des reproductions de lettres de certains officiers témoignent du plaisir qu'avaient ces soldats à communiquer avec leurs êtres chers. Loin de leur patrie, ces contacts leur apportaient un grand bien-être. Il faut préciser que le bâtiment n'a jamais vraiment accommodé 8 officiers. Un foyer servait à chauffer l'un des bureaux. L'accès au grenier se fait par un seul escalier situé dans le bureau nord-ouest du bâtiment. Sur le site, il y avait 3 latrines et le fort était ceinturé d'une palissade en bois rond assemblée selon la méthode des poteaux maîtres et des dormants d'une hauteur de 12 pieds ou 4 mètres et percée de nombreuses meurtrières. Aujourd'hui, le quartier des officiers, la boulangerie, la cabane à canot et des latrines n'ont pas été reconstruits. Le fort a été reconnu site historique et archéologique le 20 août 1975 par le gouvernement du Québec.